lecture voyage au bout de la nuit et on t'apprête à lire une nouvelle écrite par Long Zhu qui s'appelle Le Journal d'un fou. Plaisanterie à part, on va continuer les nouvelles de Long Zhu qui viennent donc conclure la première partie de l'émission. Si vous avez loupé le début, eh bien c'est pas bien. Vous pouvez nous retrouver grâce au replay. Mais avant de vous en parler, il faut quand même que je vous dise bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Et vous le savez, eh bien ici on lit des livres et on a de la chance parce que j'ai avec moi ce petit trésor qui s'intitule donc Journal d'un fou et autres nouvelles. Donc nous, pour l'instant, on est dans les autres nouvelles. Effectivement, c'est inspiré directement du titre de Gogol que vous connaissez certainement. En tout cas, moi, c'est celui que je connaissais et que j'avais comme référence. Et dans le Journal d'un fou, eh bien, cette nouvelle-là, précisément, elle met en parallèle la Chine un peu plus tradie avec la Chine moderne, et c'est écrit à la première personne. Et c'est un jeune homme qui raconte son expérience ou plutôt sa vision du cannibalisme. Et là, on est dans d'autres nouvelles qui sont un petit peu moins sombres, mais quand même. Et comme vous le savez, en Chine, eh bien, il y a toujours une double lecture et c'est très, très intéressant. Donc, dans celle-ci que j'ai commencé tout à l'heure, ça s'appelle Demain. Je vais la poursuivre et qui sait, je vais certainement pouvoir finir ce petit chef-d'œuvre puisque c'est très court. Je poursuis la lecture et je vous rappelle que si vous n'avez pas fait votre boulot, vous êtes de mauvais élèves, il faut hashtagger, on a besoin de vous pour que cette émission vive, puisque c'est vous, c'est grâce à vous et par vous, à travers vous, pour vous qu'elle existe. Hashtag VBN, Voyage au bout de la nuit. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci aux fans qui se démènent. Et merci à tous les amoureux de la littérature parce que c'est elle qui pourra, je l'espère, ou qui sauvera le monde. On est mal barré pour l'instant. Je continue. Quand le patron apporta la nouvelle, les aides bénévoles avaient déjà dîné. Car Luzen, ayant conservé ses coutumes archaïques, tout le monde devait être au lit avant 8 heures du soir. Peau Bleue, lui, buvait encore, appuyé au comptoir de Xiangheng. Et Kong, nez rouge, fredonnait une chanson. Pendant ce temps, quatrième belle-sœur Shan, assise au bord du lit, sanglotait. Bauer gisait à côté d'elle. Le rouet demeurait silencieux. Au bout de longues heures, lorsqu'elle n'eut plus de larmes, elle regarda autour d'elle, les yeux tout étonnés. « Mais non, 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 tout ça n'est pas vrai. Je dois rêver, se dit-elle. Tout ça n'est qu'un rêve. Demain, je m'éveillerai dans mon lit. Avec Bauer blotti bien sagement contre moi, en s'éveillant, il appellera « Maman !» Puis, vif comme un jeune tigre, il sautera du lit pour aller jouer. Kong Nez Rouge ne chantait plus depuis un bon moment. La taverne Xiangheng avait fermé ses portes. Quatrième belle-sœur Shan, les yeux grands ouverts, continuait à douter de la réalité. Un coq chanta, l'orient blanchit et une lumière argentée filtra à travers les fentes du volet. Elle rougit, et tout le toit fut bientôt inondé de soleil. Quatrième belle-sœur, toujours assise sur le bord du lit, l'œil égaré, sursauta en entendant frapper à la porte. Elle courut pour aller ouvrir et se trouva devant un inconnu qui portait quelque chose sur le dos. Neuvième tante Wang se tenait derrière lui. Oh ! On a porté le cercueil. Il ne put être fermé que l'après-midi. Quatrième belle-sœur Shan pleurait, puis regardait son fils. Et refusait qu'on mette le couvercle. Elle la tira brutalement en arrière et les hommes fermèrent précipitamment le cercueil. Quatrième belle-sœur Shan avait fait tout ce qu'on peut faire pour un fils en pareille circonstance. La veille, elle avait brûlé un chapelet de lingots en papier. Dans la matinée, un exemplaire des 49 livres de La Grande Compassion, qui est un texte bouddhiste, avant la mise en bière, elle avait revêtu l'enfant de ses habits les plus neufs et déposé ses jouets préférés près du coussinet où reposait sa tête. Une statuette en argile, 2 petits bols en bois, 2 bouteilles. Neuvième tante Wang fit soigneusement sur ses doigts le compte de tout
ce qui est prescrit pour pareille cérémonie. Non, rien n'avait été oublié. Peau bleue ne se montra pas de la journée. Le patron du Xiangheng loua donc 2 porteurs qui, pour 210 sapèques chacun, transportèrent le cercueil au cimetière public et l'enterrèrent. 9e tante Wang présenta un autre repas et tous ceux qui avaient levé le petit doigt, ouvert la bouche pour aider 4e belle-sœur Shan, se mirent à table. Quand le soleil commença à baisser, tous les convives parlèrent de rentrer chez eux. Et c'est ce qu'ils firent. 4e belle-sœur éprouvait des vertiges qui passèrent après un léger repos. Mais une impression étrange leur fit suite. Quelque chose qui ne lui était jamais arrivé, qu'elle pensait ne jamais pouvoir lui arriver, venait de lui arriver. Puis elle y songeait. Plus elle s'étonnait, autre chose la frappait. Pourquoi la pièce lui paraissait-elle trop silencieuse? Elle se leva, alluma la lampe et le silence lui parut encore plus lourd. La tête vide, elle alla verrouiller la porte, puis revint s'asseoir sur le lit, devant le rouet immobile. Elle essaya de se ressaisir et regarda tout autour d'elle. Mais son malaise grandit. Non seulement cette chambre était trop silencieuse, elle était aussi trop grande, trop vide. Prise dans cet espace trop large, écrasée par ce vide, elle ne parvenait plus à respirer. Elle réalisait enfin que son fils était mort. Elle éteignit et se coucha pour ne plus voir ce qui l'entourait. Elle pleurait, se laissa aller à ses souvenirs, elle se revoyait filant le coton avec Bauer assis près d'elle, mangeait des fèves à l'anis. Un moment, ses yeux noirs grands ouverts avaient eu un regard fixe. Il réfléchissait. Puis il avait dit « Maman, papa vendait des huntun » qui sont de petits raviolis délicieux que je vous recommande, qui sont servis avec du bouillon, si ça vous intéresse. Eh bien, quand je serai grand, moi aussi, je vendrai des huntun. Je gagnerai beaucoup d'argent, je donnerai tout. À cette époque-là, filer le coton avait un sens. Cependant, malgré sa simplicité, elle savait que l'âme, une fois sortie du corps, ne revient pas et que jamais elle ne reverrait son petit. « Bauer, t'es toujours ici ? Viens me voir dans mon rêve » murmura-t-elle en soupirant. Elle ferma les yeux pour trouver plus vite le sommeil qui permettait la rencontre et écouta sa respiration oppressée que le silence et le vide de la chambre, trop grande, amplifiaient. 4e belle-sœur Shan avait fini par sombrer dans le sommeil. Le plus grand silence régnait dans sa chambre quand Kong Nez Rouge, qui avait épuisé depuis longtemps son répertoire, quitta la taverne d'un pas mal assuré et s'avisa de reprendre un couplet dans la rue d'une voix de tête. « Ô ma tendre ennemie, que j'ai pitié de toi, qui est la seule dans mon soutien. » Peau bleue s'accrocha à l'épaule du chanteur et tous deux s'éloignèrent, la démarche incertaine, en riant et en se bousculant. 4e belle-sœur Shan dormait depuis toujours. Les buveurs étaient rentrés chez eux et la taverne Xiangheng avait fermé ses portes. Luzen reposait dans le calme et le silence. Seule, la nuit se mouvait, en route pour le lendemain. Seul retentissait l'aboiement des chiens, blottis dans les ténèbres. Et ça a été écrit en juin 1929. Je passe à la presque dernière nouvelle, qui s'intitule « Mon village ». Et il y en a une autre juste après qui s'intitule « Le théâtre des dieux ». J'espère que j'aurai le temps de les finir. Si ce n'est pas dans cette émission, ce sera dans la prochaine. Mon village. Bravant les grands froids, je fis 1000 kilomètres pour retourner au village de mes ancêtres que j'avais quitté depuis plus de 20 ans. C'était au cœur de l'hiver. Le ciel se couvrit alors que la jonque approchait de sa destination. Un vent glacé se mit à souffler et vint gémir dans la cabine. J'aperçus par les interstices de la natte en bambou et se détachant çà et là sur le ciel jaune, quelques pauvres villages mornes et sans vie. Mon cœur se serra malgré moi. Comment ? Était-ce là mon vieux village, celui auquel je pensais depuis 20 ans ? Le village que j'avais dans la tête ne lui ressemblait en rien. Il lui était supérieur. Mais j'aurais été incapable d'en décrire le charme et la beauté, car je n'en gardais qu'un souvenir confus et les mots me manquaient. Ainsi, c'était cela mon village. Je me raisonnais. Il n'avait pas dû changer.
Et quoi qu'il n'eût pas fait de progrès, il n'était peut-être pas aussi triste qu'il paraissait l'être. Ce qui avait changé, c'étaient mes sentiments, mon retour étant marqué par la mélancolie. Je revenais dans le but de m'en aller. La vieille maison, qui avait si longtemps vu vivre tant de membres de notre famille, avait été vendue et serait transmise au nouveau propriétaire de la fin de l'année. Je devais être là, avant le jour de l'an, pour un dernier adieu à la vieille maison qui m'était si familière. Puis il me faudrait quitter le village, que je connaissais si bien, et amener ma famille dans une ville inconnue, où me rivait mon gagne-pain. Le lendemain, j'étais de grand matin à la porte de notre maison. Le vent agitait les herbes folles, aux tiges desséchées et cassées, jaillies d'entre les tuiles du toit. Cela suffisait pour faire comprendre que la maison avait besoin d'un changement de propriétaire. Plusieurs rameaux de la famille étaient probablement déjà partis. Le silence était insolite. Devant les bâtiments occupés par mes parents, j'aperçus ma mère qui venait à ma rencontre. Un enfant de 8 ans arrivait derrière elle en courant. « Honger, mon neveu. » Ma mère était heureuse de me voir, mais à son bonheur était mêlée une dose de tristesse. Elle me dit de m'asseoir, de me reposer, de prendre un thé, et ne souffla mot du déménagement. Honger, qui me voyait pour la première fois, se tenait à distance, il m'examinait. À la fin, il fallut bien parler du déménagement. Alors j'expliquai que j'avais loué une maison à la ville et acheté quelques meubles, mais qu'il faudrait vendre ce que nous avions ici pour nous procurer ce qui manquait là-bas. Mère approuva. Elle avait commencé à empaqueter et avait cédé une partie des meubles difficiles à transporter. Seulement, elle éprouvait beaucoup de difficultés à se faire payer. « Repose-toi quelques jours. Vois les parents que nous avons ici, puis nous pourrions partir, ajouta-t-elle. Fort bien. Il y a aussi Runtu. Chaque fois qu'il vient, il demande de tes nouvelles. Il aimerait te revoir, tu sais, je lui ai fait connaître la date approximative de ton arrivée. Il se montrera probablement un de ces jours. Un étrange tableau surgit dans ma mémoire. Un ciel d'un bleu sombre où est accrochée une lune d'or toute ronde. Un terrain sablonneux, au bord de la mer, planté à perte de vue des pastèques couleur jade. Et au milieu des pastèques, debout, un enfant de 11 ou 12 ans, collier d'argent au cou, armé d'une fourche qu'il lance de toutes ses forces vers un blaireau. Mais l'animal fait volte-face, lui file entre les jambes et disparaît. Le garçon, c'était Runtu. Quand je l'ai connu, il y a 30 ans, il avait quoi, une dizaine d'années. Mon père vivait encore, nous étions à l'aide, j'étais un petit monsieur. Cette année-là, il revenait à mes parents de faire le grand sacrifice aux ancêtres. Notre tour ne se présentant que tous les 30 ans, on voyait donc grand. Les images des ancêtres, devant lesquelles on déposait les offrandes, étaient exposées au cours du premier mois de l'année. Cependant, les objets rituels étant fort beaux, et les personnes participant aux cérémonies fort nombreuses, il fallait prévenir les vols. Nous n'avions qu'un seul serviteur et c'était un partiel. Dans notre district, les serviteurs sont répartis en 3 catégories. Ceux qui travaillent toute l'année pour une même famille, qui sont appelés les manuels. Ceux qui travaillent à la journée sont les journaliers. Et ceux qui cultivent leur propre terre, mais s'engagent chez les autres pour le jour de l'an, les fêtes ou à l'époque la perception des fermages, eh bien, sont les partiels. Et se sentant débordé, notre serviteur proposa à mon père de faire venir son fils pour veiller sur les objets rituels. Mon père y consentit et fut enchanté, car j'avais entendu parler depuis longtemps de Runtu et je savais qu'il avait à peu près mon âge. Né au cours d'un mois d'abondance, et l'élément terre était absent de mon horoscope, eh bien son père l'avait nommé Runtu, terre d'abondance. Il savait piéger les petits oiseaux. J'attendis le jour de l'an avec impatience, car il m'amenait Runtu. Puis la fin du 12e mois fut là. Lorsque ma mère m'apprit que Runtu était arrivé, je courus pour le voir. Je le trouvai à la cuisine. Il avait un visage rond, des joues rouges, il portait une petite calotte de feutre et un brillant collier d'argent. On voyait par là à quel point son père l'aimait et craignait de le voir mourir. Il avait exprimé un vœu devant le Bouddha et passé ce collier d'argent au cou de son fils en guise de talisman. Runtu était très timide. J'étais le seul qui ne lui fit pas peur et il me parlait seulement quand les autres s'éloignaient. En moins d'une demi-journée, nous devînmes de grands amis. Je me rappelle plus ce que nous sommes racontés, mais je sais qu'il était plein d'entrain. Il disait que depuis son arrivée, il avait vu beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Et le lendemain, je lui demandai d'attraper des oiseaux. Il répondit « C'est pas possible.
Il faut qu'il ait neigé, je débarrasse un petit coin de terre sablonneux de sa neige. J'installe un tamis de bambou tenu par un bâtonnet, je verse de la balle de riz en dessous et lorsque des oiseaux viennent manger, je tire de loin la ficelle attachée au bâtonnet. Et voilà les oiseaux pris sous le tamis. Il y en a de toutes sortes, des faisans, des perdrix, des couscous, des dos bleus. Je souhaiterais vivement qu'il neige. Runtu me dit encore. Il fait trop froid maintenant, mais tu devrais venir chez nous en été. Nous irions ramasser des coquillages sur la plage. Il y en a des rouges, des verts, des terreurs des démons et des mains de Bouddha. Tu viendrais aussi le soir lorsque je vais veiller sur les pastèques avec Père. Contre les voleurs ? Non, chez nous, le passant qui a soif cueille une pastèque et ne commet pas un vol. Nous surveillons les porcs-épics, les hérissons et les blaireaux lorsque tu entends broyer quelque chose au clair de lune. C'est un blaireau qui attaque. Une pastèque, tu prends ta fourche, tu approches tout doucement. Je savais pas que c'était un blaireau. Je suis d'ailleurs pas plus fixée actuellement, mais j'ignore pourquoi en fait. Je m'imaginais pas que ce devait être une espèce de petit chien féroce. Ça mord les gens ? Mais tu as ta fourche. Tu arrives, tu vois le blaireau, tu le vises. Il est rusé, agile, il se rue vers toi et te file entre les jambes. Et sa fourrure est aussi lisse que de l'huile. Tout était nouveau pour moi. Jamais je ne serais douée. Et jamais je n'aurais imaginé qu'il existait de telles choses. Que la plage a des coquillages, par exemple, de toutes les couleurs. Que les pastèques courent d'aussi graves dangers. Jusque-là, je savais qu'on les achetait chez le fruitier. À la marée montante, sur la plage, il y a des tas de poissons qui sautent. Et qui sautent, ils ont 2 pattes, comme celles des grenouilles. La tête de Runtu recelait de trésors extraordinaires. Les amis que j'avais eus ne connaissaient rien de tout cela. Ils ne savaient rien. Runtu vivait au bord de la mer, tandis que, tout comme moi, il ne voyait que le petit carré de ciel tendu au-dessus des 4 grands murs de la cour. Le premier mois de l'année passa et malheureusement, Runtu dut rentrer chez lui. J'éclatai en sanglots. Et lui se réfugia dans la cuisine, pleurant, refusant d'en sortir jusqu'au moment où son père l'amena. Plus tard, celui-ci m'apporta de sa part un paquet de coquillages et quelques jolies plumes d'oiseaux. Je lui envoyai des cadeaux à 1 ou 2 reprises, mais nous ne nous revîmes jamais. En entendant ma mère parler de lui, ses souvenirs d'enfance me revinrent tout d'un coup et il me sembla revoir mon beau village d'autrefois. Je lui répondis. « Très bien, et comment va-t-il ? » Il n'a pas la vie facile. Ma mère regarda par la fenêtre et dit « Ah, les voilà encore, les voilà. Ces gens font semblant de vouloir acheter nos meubles, mais ils viennent voir ce qu'ils pourraient rafler. Il faut que je les surveille. » Elle se leva et sortit. Des voix de femmes résonnaient dans la cour. J'appelai Ongueur et je lui parlais. Je lui demandais s'il savait écrire ou s'il avait envie de voyager. « Irons-nous en train ? » Nous prendrons le train. Et en bateau ? Nous prendrons d'abord le bateau, oui. Ah, le voilà. Sa moustache est donc si longue, cria tout à coup une voix curieusement pointue. Je sursautai, levai la tête et aperçus une femme, 50aine d'années. Elle avait les mains sur les hanches, elle portait pas de jupe, mais elle était en pantalon. Les jambes écartées, elle faisait penser à un compas dans une boîte d'instruments de géométrie. Mais j'étais éberluée. Vous me reconnaissez pas ? Je vous ai porté dans mes bras. J'étais de plus en plus abasourdie. Heureusement, ma mère entra dans la pièce et dit « Oh, bah oui, mais il a quitté la maison depuis si longtemps, il a tout oublié. » Puis s'adressant à moi, « Te souviens-tu de la 2e belle-sœur, Yang, qui habite en face ? Elle tient une boutique de tofu. » Ah, évidemment que je m'en souvenais. Lorsque j'étais enfant, une 2e belle-sœur Yang siégeait dans cette boutique. On l'appelait la beauté du magasin de tofu. Et c'est sur ce nom complètement approprié, je trouve, pour la nouvelle, qu'on va s'arrêter là. Je vous laisse méditer sur le prochain nom de votre animal de compagnie, qui pourrait peut-être être beauté du magasin de tofu. Je trouve ça assez poétique. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle lecture jusqu'au bout de la Chine cette fois. Ciao!